Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Comment commencer cette émission sans saluer, bien sûr, notre ami Laurent Denis? Ah, quel plaisir de te retrouver, de vous retrouver tous. Bonjour à tous. Bonjour, cher Laurent. Alors, aujourd'hui, on va parler juridique avec une invitée qui s'appelle Caroline Paroli, cofondatrice de la société WeAct. Caroline, bonjour. Bonjour à tous les Bonjour deux. Caroline. Enchantée. Bon, merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté notre invitation pour Crédit TV, avec effectivement un volet juridique aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, on va te demander de te présenter, Caroline, nous parler de ton parcours et de WeAct, afin que nos auditeurs puissent mieux te connaître. Caroline, on t'écoute. Très bien. Alors, merci déjà, Eric, pour l'invitation. Alors, moi, je suis notaire repenti ou affranchi. Ça dépend comment on voit les choses. J'ai exercé pendant 15 ans dans le notariat jusqu'au jour où je me suis dit, ça va pas assez vite pour moi. Donc, je crée une plateforme digitale qui permet aux agents immobiliers et aux mandataires immobiliers d'obtenir un compromis de vente en 72 heures. Ces compromis sont validés par nos clercs de notaire et donc on garantit la sécurité juridique des dossiers. Ok, alors une question de béotien, Caroline, mais ça veut dire que tu es en concurrence avec les notaires, en quelque sorte? Alors, on n'est pas concurrents, en quelque sorte, on les soulage puisque les compromis sont une partie importante dans la transaction. Mais aujourd'hui, comme tu le sais, il y a énormément de transactions et il n'y a pas autant de notaires sur le marché. Donc, à un moment donné, ça bouchonne. Donc, 4 à 5 semaines pour faire un compromis de vente, c'est un peu long pour tout le monde. Donc, nous, on les propose en 72 heures. Et évidemment, on va signer la vente chez le notaire 3 mois plus tard. Donc, on n'est pas Ok. concurrents. Ouais, oui, très bien. Au contraire, complémentaire et ça permet même justement du coup de soulager la chaîne de transactions en immobilier. On a bien compris. Merci beaucoup, Caroline. Alors, un sujet juridique effectivement aujourd'hui et on va commencer par parler de la réforme du droit des sûretés. Alors, ça peut paraître, je vois Laurent qui sourit, c'est un sujet qui peut paraître un petit peu abscon pour nous, courtiers, intermédiaires bancaires. Et pour autant, il y a un certain nombre d'incidences, à commencer par la disparition du PPD, le fameux PPD que tout le monde pratique depuis des années, le privilège de prêteur de deniers. C'est fini au profit de l'hypothèque légale spéciale. Caroline, qu'est-ce que ça signifie, hypothèque légale spéciale? Dis-nous tout. Alors, l'hypothèque légale spéciale, déjà, le nom est différent. C'est un peu plus long. Je ne sais pas quel sigle on va inventer parce que PPD, c'était quand même bien pratique. Et je pense qu'on va garder encore assez longtemps ce nom-là. Concrètement, le PPD permettait de garantir à la banque que le bien devenait sa propriété ou pouvait être revendu au profit de la banque pour se faire rembourser le prêt si l'emprunteur n'assurait plus ses échéances. L'hypothèque légale de prêteur de deniers va faire la même chose. Donc finalement, pour les professionnels du crédit ou pour les particuliers, ça ne va rien changer, mais ce qui change sont pour les professionnels du droit et notamment les notaires. Alors, pourquoi ça change pour les notaires? Tout simplement puisque en coulisses, la loi a modifié un élément qui est de dire, lorsque vous signez, admettons, on signe la vente aujourd'hui, 17 mars, on signe le prêt aussi le 17 mars à l'intérieur de l'acte de vente, puisque c'est le notaire qui va constater le prêt et la garantie. Et le notaire a ensuite un mois pour inscrire cette garantie au fichier national immobilier. Donc au plus tard, le 17 avril, si je reprends mon exemple. Mhm. Avant, lorsqu'on avait un PPD, la garantie prenait jour, prenait date au moment finalement de la signature de la vente. Donc Ok. si je signe le 17 mars, ça voudrait dire que ma garantie pour la banque était bien le 17 mars. Mais aujourd'hui, avec l'hypothèque spéciale de prêteur de deniers, la loi a changé cet élément en disant que la garantie prendrait date au moment du dépôt par le notaire de l'acte de vente et de l'acte de prêt. Donc, je reprends mon exemple. On signe le 17 mars. Le notaire a jusqu'au 17 avril pour faire cette inscription.
On va dire que comme il est très, très, très débordé, il va le faire le 16 avril. Et la garantie de la banque ne courra que le 16 avril avec l'hypothèque légale, alors qu'avec le PPD avant, c'était le 17 mars. Ok, c'est très clair, Caroline. Merci beaucoup pour tes explications. En pratique, est-ce que pour les intermédiaires en crédit, l'introduction de cette nouvelle hypothèque légale, est-ce que ça va changer des choses ou est-ce que finalement c'est juste entre le notaire et la banque qu'il va y avoir une incidence en particulier? Oui, en réalité, c'est transparent pour les particuliers ou pour les intermédiaires en crédit, puisque eux interviennent en amont. Les intermédiaires en crédit vont faire signer l'offre, vont proposer cette garantie, qui d'ailleurs n'est pas plus chère, hein. Aujourd'hui, même en termes de coûts, on reste sur les mêmes coûts que le PPD, donc ça n'a pas d'incidence. Par contre, c'est dans les relations entre la banque et le notaire. Je me dis que peut-être les banques vont demander au notaire de publier le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'ils ont un mois pour publier. La banque va peut-être leur dire, bah, essayez de publier le plus tôt possible pour que ma garantie soit inscrite le plus tôt possible. Ok, très bien. Merci beaucoup, Caroline. Alors, on va se tourner vers Laurent. Laurent, que penser de cette réforme, de ce point particulier de la fin du PPD et de tout ce que vient de nous présenter Caroline? On a compris une chose très claire, c'est qu'on a pu passer à côté de la réforme du droit des sûretés. Il y avait plein de raisons de penser à autre chose le 1er janvier 2022. L'actualité est assez vigoureuse pour ça. Donc, plein de raisons de passer à côté, mais on voit effectivement les bonnes nouvelles que Caroline Paroli souligne. Et en particulier, on voit bien qu'il n'y a pas de changement pour l'intermédiaire en opération de banque. Et ça, c'est une bonne nouvelle confirmée. On voit bien qu'il n'y a pas de changement profond non plus pour l'emprunteur. Et on entend bien que cette espèce de coup de balai et de ménage qu'a fait le droit, et en particulier autour du Code civil en matière de sûreté, ici en matière de PPD, on aura l'occasion de reparler du cautionnement, finalement, on n'a fait que créer un champ de pression essentiellement sur la tête du notaire et éventuellement entre le notaire et le prêteur. Donc voilà, on va dire que ça, c'est plutôt sympathique. On espère que ça va se confirmer. On espère que ceux qui nous écoutent n'ont pas relevé de changement. En tout cas, on est preneur d'informations, mais on n'en a pas eu. Et puis, on verra s'il y a des contentieux autour de cette nouvelle sûreté. L'hypothèque légale spéciale, HLS, ça ne va pas être très évident. Ça fait penser à PLS un peu. Voilà, ça va être moins facile. En tout cas, le PPD et HS, oui, ça c'est sûr. Et pas le souvenir qu'il y ait non plus un contentieux débordant en matière de privilèges de prêteurs de deniers. L'essentiel des contentieux sur ces sûretés réside dans les conflits entre elles. Oui. Mais voilà, pour l'emprunteur, pas de changement. Donc voilà, plutôt de bonnes nouvelles. Une réforme importante du droit des sûretés. Et finalement, pour une fois n'est pas coutume, pourrait-on dire, dans l'environnement français. Pas trop de bazar, pas trop de trucs supplémentaires, pas trop de charges et pas trop de migraines consécutives au changement. Donc, tant mieux. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour ce commentaire sur cette première question posée à Caroline Paroli. On va se retrouver dans quelques instants après une courte page de présentation du Salon du Crédit, l'événement qui aura lieu cet automne au Parc Floral de Paris. On se dit à tout de suite. Un nouveau style, un nouveau souffle, le Salon du Crédit s'implante dans un espace magique, plus naturel, plus accessible, plus professionnel. Rendez-vous les 25 et 26 octobre 2022, au cœur du bois de Vincennes dans un écrin de verdure, où l'attitude zen et le business se complètent à la perfection. Rejoignez-nous au Parc Floral de Paris, le tout nouveau terrain d'expression du Salon du Crédit, et laissez votre imagination mettre en scène votre nouvel espace exposant. Au carrefour de la finance, de l'immobilier et du monde bancaire, le Salon du Crédit est devenu le seul salon professionnel qui offre une vision à 360 degrés des métiers de l'intermédiation bancaire. Réservez dès à présent votre stand et participez au Salon du Crédit 2022, 100% dédié aux professionnels du crédit, les 25 et 26 octobre prochains au Parc Floral de Paris. Eh bien, nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces en l'air, idéalement. Ça nous aide aussi à gagner en visibilité. Alors, Caroline,
Nous voici pour aborder le deuxième sujet de notre émission du jour. On va parler cette fois-ci de compromis de vente et de l'importance de l'intégration du service de courtage en crédit immobilier dans ce compromis de vente. Voilà, est-ce que tu peux conseiller nos auditeurs et les amener à réfléchir sur cette rédaction? Voilà, le slide compromis de vente. N'oubliez pas le courtier. Caroline, on t'écoute. Oui, alors le compromis de vente, il passe entre beaucoup de mains, entre évidemment les mains d'un agent immobilier si on a un, les mains du notaire, du courtier pour pouvoir justement étudier le dossier de prêt. Et la clause qui les intéresse le plus, c'est évidemment la condition suspensive d'obtention du crédit. Cette condition, elle est en général indiquée dans les contrats de notaire. Comme étant, on met tout simplement organisme sollicité, tous organismes bancaires. Pour les notaires, il n'y a pas vraiment de différence entre que ça soit une banque, que ça soit un courtier. D'ailleurs, on va dire le succès des courtiers aujourd'hui n'était pas celui-là il y a quelques années. Et aujourd'hui, les notaires commencent à connaître vraiment cette profession. Pas assez, à mon sens. Je pense qu'il y a encore de l'évangélisation, de lobbying à faire pour faire découvrir justement cette profession qui est vraiment un partenaire à part entière pour les notaires, puisqu'on a même aujourd'hui des courtiers qui accompagnent les clients au moment de la signature de la vente chez le notaire. Et donc, je reviens sur cette clause de conditions suspensives. Elle peut être très protectrice pour les parties, donc le vendeur et l'acquéreur, évidemment, mais elle peut être utilisée aussi par les parties pour casser la vente. Là, ça devient problématique parce que casser la vente, on perd tous nos honoraires. Donc, il faut qu'elle soit bien rédigée, qu'il n'y ait pas de failles. Et dans les failles qu'on a pu voir il y a quelques temps, et je te remercie beaucoup, Eric, parce qu'on en a discuté et c'est ce qui nous a permis chez WeAct de faire évoluer nos compromis dans ce sens, c'est d'indiquer pas seulement recherche d'un crédit chez tous organismes bancaires, mais aussi par l'intermédiaire d'un courtier qui serait aussi, qui est tout aussi valable et qui permet aussi d'éviter certains conflits, parce qu'évidemment, si on écrit des compromis, c'est pas pour que certains s'en servent pour casser la vente. Donc, nous, on a bien rajouté que c'était une recherche auprès d'un établissement bancaire, mais aussi par l'intermédiaire d'un courtier en crédit. Ça permet d'avoir un champ plus large d'action et d'éviter que certains se servent de ça pour dire non, ça vaut pas. Vous avez fait une recherche de crédit par l'intermédiaire d'un courtier. Vous n'êtes pas allé chez une banque, vous avez un refus de prêt de la part d'un courtier, ce n'est pas l'équivalent. Eh bien, si. Et en particulier, si on le met dans le compromis, on est tranquille. Et voilà. Ok. Donc, c'est très clair. N'oubliez pas le courtier dans la rédaction des compromis de vente. Laurent, ça appelle forcément un commentaire de ta part parce que je crois qu'il y a beaucoup de contentieux sur cette partie-là, justement. Oui, exactement, Eric. Merci, Caroline. Alors, ça, c'est une excellentissime nouvelle. Il y a dans les compromis et les promesses de WeAct, dans la condition suspensive, une place pour le courtier. Alors, ça a l'air de rien. Ce n'est pas juste une question de gloriole ou de satisfaction. C'est ultra efficace. Les notaires, malgré tous les progrès réalisés, malgré la présence des courtiers lors des signatures, les notaires ont encore quelquefois des formes ils sont un peu coincés quant à l'action du courtier. Et sans rentrer dans les détails, puisqu'on en parle souvent, cette petite contraction cause malheureusement de grands dégâts. Et de grands dégâts qui sont tout simplement évités quand on prévoit la présence du courtier, l'action du courtier, la prestation du courtier dans la condition suspensive. Donc, le simple fait de prévoir ça, c'est un immense progrès et surtout vraiment un levier très efficace pour dégager énormément de contentieux, ce que Caroline Paroli a évoqué et d'autres, en particulier en matière de refus de prêt. On peut rappeler que la jurisprudence reconnaît que déposer un dossier une demande de prêt auprès d'un courtier, via un courtier, on pourrait dire, équivaut à déposer une demande de prêt dans la banque, mais ça ne sonne pas bien aux oreilles des notaires. Donc, quand on le retrouve dans une clause
comme dans l'outil WeAct, ça simplifie considérablement les choses et ça évite à un petit empoisonnement de dériver en dommages généralisés dont plus personne ne sait sortir à la fin. Donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Et puis pour conclure, pour mon côté, simplement vous rappeler, puisqu'on parle aujourd'hui de promesses ou de compromis, quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand on est intermédiaire et courtier en particulier. Le courtier doit rechercher un prêt dont les caractéristiques sont exactement celles de la promesse. Alors, on va le dire autrement. À chaque fois que le courtier cherche un prêt dont les caractéristiques s'éloignent des stipulations de la promesse, il se met en risque. Et si les choses tournent mal, alors si tout va bien, comme dirait l'autre, et si les choses tournent mal, la responsabilité du courtier peut être engagée sérieusement. Ok, très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour ces rappels en matière de contentieux et de l'intermédiation bancaire. Caroline, l'émission touche à sa fin. Il y a une question qu'on aime bien poser à chaque fois à nos invités, et tu ne vas pas échapper à la règle si tu en es d'accord. Comment faire quand on est courtier, intermédiaire bancaire, pour se tenir informé de toute l'actualité? Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme support, comme média? Bref, est-ce que tu peux conseiller nos auditeurs? Alors, j'ai en particulier un groupe privé LinkedIn qui s'appelle les Petits Génies de l'Immobilier. Alors, non pas pour me vanter d'être un petit génie, mais j'en fais partie et j'ai l'honneur d'être manager aussi, l'un des nombreux managers de ce groupe. Il y a quand même plusieurs milliers d'abonnés et c'est un partage de connaissances, tout simplement. Donc, on apporte chacun nos articles ou des articles qu'on a trouvés à droite à gauche. Et tout professionnel de l'immobilier est invité justement à commenter, à lire, à s'imprégner de tout ça et à partager. Donc, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien. Super. Merci beaucoup, Caroline. Et nul doute qu'on mettra aussi, on postera la vidéo sur cette boucle des petits génies de l'immobilier. Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous tes éclaircissements au travers des deux questions que nous avons abordées aujourd'hui. Laurent, on se dit à bientôt. Avec plaisir. Bon, très bien. Merci, Caroline. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt.